C'était un samedi matin. Le genre de matin où tout devrait être parfait. J'étais debout devant le grand miroir de la chambre, en costume gris anthracite, cravate bordeaux, chaussures cirées. Dans 6 jours, j'allais me remarier. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais vivant. Je m'appelais Édouard Mariani. 42 ans. Divorcé depuis 3 ans d'une femme qui m'avait trahi d'une façon que je préfère oublier. Et là je recommençais. Avec Inès. Inès Calmette, 38 ans, rieuse, douce, attentionnée. Celle qui m'avait redonné confiance en moi enfin, c'est ce que je croyais. Pendant que je rajustais ma cravate, j'ai entendu son téléphone vibrer sur la table de nuit. Une notification. Sauf qu'Inès était sous la douche, et que l'écran s'était allumé. J'aurais pas dû regarder, je le sais. Mais quelque chose, une sorte d'instinct que je ne saurais pas expliquer, m'a poussé à m'approcher. Et là, j'ai vu un prénom Mathieu Ferrard. Mon meilleur ami depuis 20 ans, le message était court. Trop court pour ne pas être dévastateur. Il disait simplement, il ne sait toujours rien, on tient encore 6 jours et c'est fini, est en place. Le mariage, tout est en place, j'ai senti mes jambes se dérober sous moi, j'ai posé le téléphone exactement là où il était. J'ai reculé lentement vers le miroir, et je me suis regardé. En costume. En marié. Ridicule. Aveugle, une deuxième fois mais cette fois, j'ai fait quelque chose de différent, je n'ai pas crié. Je n'ai pas confronté Inès, je n'ai pas appelé Mathieu, j'ai respiré. J'ai réfléchi, et j'ai pris une décision froide, calme, chirurgicale. Parce que si ces deux-là avaient un plan, j'allais leur en préparer un meilleur, c'est ce que je ne savais pas encore, c'est que leur trahison allait bien au-delà d'une simple infidélité. Ce qu'ils avaient préparé, c'était une arnaque. Une manipulation élaborée depuis des mois. Et elle me visait moi, directement, au moment le plus vulnérable de ma vie. La question c'est, est-ce que je l'avais découvert à temps? Je suis sorti de la chambre sans faire de bruit, j'ai descendu les escaliers, je me suis assis à la table de la cuisine, et j'ai attendu. Inès est arrivée quelques minutes plus tard, cheveux mouillés, sourire aux lèvres. Ce sourire que j'avais cru sincère pendant 2 ans. Tu es magnifique dans ce costume, elle m'a dit et elle m'a embrassé sur la joue. Comme si rien n'était, comme si son téléphone n'avait pas sonné. Comme si le monde ne venait pas de s'effondrer sous mes pieds, j'ai souri. J'ai dit, merci. Et j'ai rangé ma douleur dans un endroit très profond, très froid, que je n'avais découvert qu'une seule fois dans ma vie, le jour où mon ex-femme m'avait quitté, mais cette fois, je n'allais pas subir. Après qu'elle soit partie faire ses courses, une habitude du samedi matin, je me suis installé devant mon ordinateur. Et j'ai commencé à chercher Mathieu Ferrard, mon meilleur ami. 40 ans célibataire, comptable de son métier. Enfin, prétendument comptable. Parce que ce que j'ai découvert en fouillant ses réseaux sociaux, ses publications, ses connexions professionnelles, ça m'a glacé le sang, il avait créé une société, discrète, récente, enregistrée il y a exactement 18 mois, soit 2 mois après qu'Inès et moi avions commencé à nous fréquenter, le nom de la société, MCI Conseil, 3 lettres, Mathieu, Calmette, Inès, je les ai regardés longtemps. Très longtemps ils avaient monté une structure ensemble, une structure commerciale. Et moi j'avais signé quelque chose, il y a 6 mois. Un document qu'Inès m'avait présenté comme un simple contrat de prévoyance commune avant le mariage. Une sorte de protection mutuelle, elle avait dit. Romantique presque, j'ai retrouvé ce document dans un tiroir. Je l'ai relu mot à mot et là, j'ai compris. Ce n'était pas un contrat de prévoyance, c'était une procuration. Partielle habilement rédigée, mais réelle. Elle me permettait, ou plutôt, elle leur permettait, d'accéder à mon compte professionnel en cas d'empêchement majeur. Dans 6 jours. Qu'est-ce qu'ils avaient prévu de me faire? J'ai relu le document 3 fois, 4 fois, 5 fois, chaque mot était légal. Chaque clause était rédigée avec précision. Ce n'était pas l'œuvre d'un amateur. Quelqu'un, un avocat, un notaire complice, je ne savais pas encore, avait travaillé ce texte pendant des semaines, et moi j'avais signé ça, sans lire. Parce que je faisais confiance à Inès, la honte m'a traversé comme une lame, mais la honte, ça ne sert à rien. Alors je l'ai mise de côté, et j'ai continué à fouiller. Mon compte professionnel. J'avais une petite entreprise de conseil en logistique, pas un empire, mais 15 ans de travail acharné. 340 000 € de trésorerie. Une clientèle fidèle. C'était tout ce que j'avais reconstruit après mon divorce. Et il voulait exactement ça. J'ai appelé mon expert comptable, Serge Aumont, un homme de confiance depuis 10 ans. Je lui ai posé une question précise, sans lui expliquer pourquoi. Est-ce qu'une procuration de ce type peut permettre un virement sur un compte externe en cas d'incapacité temporaire du dirigeant? Il y a eu un silence. Puis il a dit « D'où vient ce document ?» Je lui ai tout raconté. En murmurant, au cas où Inès serait rentrée plus tôt que prévu. Serge a soupiré. Il a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Si quelqu'un te neutralise pendant 48 heures, légalement, ils peuvent vider le compte. Et tu ne peux rien faire pendant ce délai, te neutraliser. 48 heures, j'ai raccroché, et j'ai fixé le mur devant moi. Qu'est-ce que ça voulait dire, te neutraliser? Un accident? Une hospitalisation? Quelque chose de plus sombre encore? C'est ce moment-là que j'ai repensé à un détail que j'avais ignoré la semaine précédente.
Inès avait insisté pour qu'on fasse un dîner privé, la veille du mariage. Juste nous deux. Et pour fêter le futur, elle avait dit un dîner. La veille, Mathieu présent. Moi seul face à eux deux soudain, ce dîner ne ressemblait plus à une célébration, il ressemblait à un piège. J'ai refermé l'ordinateur. Lentement. Méthodiquement. Et j'ai commencé à réfléchir comme je n'avais jamais réfléchi de ma vie. Pas avec mes émotions, pas avec ma colère, avec ma tête, froid calculé, chirurgical. Si leur plan nécessitait de me neutraliser 48 heures, le dîner de la veille était le moment idéal. Mathieu, Inès et moi, un repas privé. Personne autour, pas de témoins. Et le lendemain matin, si je ne me réveillais pas, ou si je me réveillais dans un état second, le mariage était annulé, l'empêchement majeur était déclenché, et la procuration entrait en vigueur. Point. Brutal, diabolique. Mais il y avait quelque chose qui ne collait pas encore. Un détail qui me dérangeait, comme une écharde sous la peau. Pourquoi le mariage? Pourquoi organiser toute une cérémonie, inviter des gens, louer une salle? Si l'objectif était juste de me voler, ils auraient pu agir avant. Ils auraient pu trouver un autre prétexte pour ce fameux dîner. Non. Le mariage, c'était important pour eux. Mais pourquoi? J'ai rappelé Serge. Je lui ai posé une deuxième question. Est-ce que le statut matrimonial change quelque chose à la procuration? Cette fois, le silence a duré plus longtemps. Édouard, si vous étiez marié au moment de l'acte, Inès deviendrait automatiquement ayant droit prioritaire sur le conjoint. Et si tu étais incapacité en tant que gérant de ta propre entreprise pendant le délai légal, la dissolution pourrait être engagée par un tiers détenant. Procuration dissolution. De mon entreprise, 15 ans de travail, tout s'est assemblé d'un coup. Comme les pièces d'un puzzle monstrueux, il ne voulait pas juste vider mon compte. Il voulait me marier d'abord pour avoir des droits légaux, puis me neutraliser, puis dissoudre la société, et récupérer les actifs via MCI Conseil, leur petite structure discrète. C'était une escroquerie parfaitement construite. Et j'en étais la cible désignée. Mais voilà ce qu'il n'avait pas prévu, j'avais 6 jours. Et maintenant, je savais exactement ce qu'il préparait. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur, et j'ai écrit 3 mots en haut de la page, mon plan à moi. Ce que j'allais faire allait les détruire. Pas violemment, pas brutalement. Bien pire que ça, légalement, publiquement, irréversiblement. La première chose que j'ai faite, c'est appeler mon avocat, pas Serge cette fois. Mon avocat, Maître Florian Duchesne, un homme sec, précis, sans pitié dans une salle d'audience. Exactement ce dont j'avais besoin. Je lui ai tout envoyé par mail chiffré. Le document de procuration, les informations sur MCI Conseil, le prénom de Mathieu, celui d'Inès. Et le message que j'avais lu sur son téléphone, que j'avais eu la présence d'esprit de photographier discrètement avant de reposer l'appareil. Florian a rappelé en moins d'1 heure, voix était calme, presque admirative. Édouard, si tout ce que tu m'envoies est exact, ce sont des faits constitutifs d'escroquerie en bande organisée. On parle d'un délit pénal grave. Il risque gros, j'ai respiré. Pour la première fois de la journée, j'ai vraiment respiré, mais Florian a ajouté quelque chose d'important. Pour que ça tienne devant un tribunal, il te faut des preuves supplémentaires. Le message seul ne suffit pas. Il faut qu'on les attrape en flagrant délit. Ou qu'on ait un témoin direct, un témoin. D'accord, être là, une idée m'est venue. Une idée que j'aurais peut-être rejetée dans une autre vie, parce qu'elle impliquait de manipuler à mon tour. De jouer leur propre jeu. De mentir, sourire, et préparer le piège pendant qu'ils préparaient le leur. J'avais besoin d'un complice. Quelqu'un qu'ils ne soupçonneraient jamais. Quelqu'un qui avait accès à leur cercle sans éveiller les doutes. J'ai pensé à Camille Renard. Camille. 35 ans. Ancienne collègue de Mathieu. Une femme que j'avais croisée lors d'un repas d'entreprise il y a 2 ans, et avec qui j'avais gardé un contact cordial. Ce que ni Inès ni Mathieu ne savaient, c'est que Camille et Mathieu s'étaient violemment disputés 6 mois plus tôt. Une histoire d'argent, m'avait-elle confié brièvement. Un projet commun qui avait mal tourné, d'elle avait une rancune. Et moi, j'avais une mission pour elle, je l'ai appelée. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Camille, tu te souviens de Mathieu Ferrard? Un silence. Puis d'une voix dure comme du granit. Je préférais l'oublier. Pourquoi? J'ai fermé les yeux, et j'ai dit, parce que j'ai besoin de toi. Ce qu'elle allait? J'étais loin d'imaginer à quel point ça allait tout changer. N'a pas hésité longtemps, elle m'a demandé de la rejoindre dans un café discret, loin du centre-ville. Un endroit où personne ne nous connaissait. Elle avait l'air de quelqu'un qui attendait depuis longtemps l'occasion de parler. On s'est assis. Elle a commandé un café. Elle n'a même pas attendu que le serveur s'éloigne. Mathieu Ferrard est un prédateur. C'est le seul mot que j'ai, elle m'a raconté. 6 mois plus tôt, Mathieu lui avait proposé un investissement commun. Un projet immobilier à Lyon. Elle avait mis 22 000 €. Lui devait apporter le double et gérer les démarches. Sauf que l'argent avait disparu. La société avait été liquidée en silence. Et Mathieu avait présenté des documents falsifiés prouvant que c'était elle qui s'était retirée du projet. Elle avait porté plainte, classée sans suite. Faute de preuves suffisantes. J'ai écouté sans l'interrompre. Puis je lui ai dit ce que j'avais découvert. Le message. La procuration. MCI Conseil. Inès. Le mariage dans 6 jours. Camille a blêmi. Puis quelque chose d'autre est apparu sur son visage.
Quelque chose entre la colère et la détermination. Il recommence. Et cette fois il a une complice, elle a posé ses deux mains à plat sur la table. « Qu'est-ce que tu as besoin de moi ?» Je lui ai expliqué le plan. Elle devait reprendre contact avec Mathieu. Naturellement. Lui faire croire qu'elle voulait enterrer la hache de guerre. Lui proposer un café, une conversation. Et, pendant cet échange, quelque chose d'enregistrable, elle a souri. Un sourire froid. Tu sais que c'est risqué, je sais, mais toi, tu as une raison personnelle de le faire, elle a réfléchi 30 secondes. 30 secondes exactement. Puis elle a hoché la tête le lendemain matin, elle a envoyé un message à Mathieu, simple, chaleureux, comme si rien ne s'était passé entre eux. Mathieu a répondu en moins de 20 minutes. Trop vite. Beaucoup trop vite, et le message qu'il lui avait envoyé en retour contenait une information que ni Camille ni moi n'attendions. Une information qui prouvait que leur plan était encore plus élaboré que je ne le pensais. Il y avait un troisième complice. Un troisième complice, j'ai relu le message que Camille m'avait transféré. Mathieu lui avait écrit avec enthousiasme, comme s'il était ravi de la revoir. Mais au milieu de ces mots chaleureux, une phrase avait glissé, presque anodine. Notre ami notaire pourra peut-être nous aider à régulariser tout ça entre adultes responsables. Notre ami notaire, j'ai senti quelque chose se contracter dans ma poitrine. Le contrat de procuration qu'Inès m'avait fait signer 6 mois plus tôt, il avait été authentifié par un notaire. Un certain maître Olivier Tessier. Je me souvenais de son étude. Une belle façade bourgeoise dans le 2e arrondissement. Je me souvenais d'avoir serré sa main. D'avoir trouvé cet homme rassurant, professionnel, crédible. J'avais tort, j'ai immédiatement rappelé Florian. Il a pris une longue inspiration quand je lui ai dit le nom. Tessiard, ce nom-là, je le connais. Il y a eu des rumeurs dans le milieu juridique il y a 2 ans. Une affaire de documents notariés falsifiés dans une succession. Rien de prouvé. Mais les rumeurs n'a pas s'enfumer, un notaire véreux. Une fiancée manipulatrice. Un ami qui n'en était pas un. Et moi au centre de tout ça à 5 jours du mariage. J'ai demandé à Florian de faire des recherches discrètes sur Tessier. Pendant ce temps, Camille avait accepté de rencontrer Mathieu le surlendemain. Un café en apparence anodin. Avec un petit enregistreur glissé dans son sac ce soir-là, je suis rentré à la maison. Inès était là, dans la cuisine, à préparer le dîner en chantonnant. Elle m'a souri. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée. Tranquille, j'ai répondu. J'ai passé du temps à régler des papiers. Elle a hoché la tête, satisfaite, et moi, je l'ai regardé s'affairer, rire, vivre, comme si tout était normal. Comme si je n'avais rien découvert. Comme si dans 5 jours, j'allais encore lui dire oui devant un officier civil. Jouer ce rôle était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie, mais je devais tenir, parce que ce soir-là, en fouillant dans nos affaires communes, j'avais trouvé autre chose. Quelque chose qu'Inès avait soigneusement caché dans une boîte à chaussures, tout au fond du placard, quelque chose qui m'a fait comprendre que ma vie était en danger. Vraiment en danger, dans la boîte à chaussures il y avait une ordonnance médicale. Pas la sienne. Pas au nom d'Inès Calmette, au nom d'un médecin que je ne connaissais pas. Un docteur Frédéric Morel. Et sur cette ordonnance griffonnée à la main comme une note personnelle dans la marge, une posologie. Dosage. J'ai photographié le document en silence. Puis j'ai remis la boîte exactement où je l'avais trouvée, je suis allé dans la salle de bain, j'ai verrouillé la porte, et j'ai tapé le nom de la molécule sur mon téléphone. Ce que j'ai lu m'a coupé le souffle, c'était un sédatif puissant. Légal sur ordonnance utilisé en anesthésiologie légère. Indétectable dans un verre de vin rouge si la dose était calculée avec précision. Effet, perte de conscience progressive, amnésie partielle au réveil, incapacité physique pendant 24 à 48 heures. 24 à 48 heures. Exactement la fenêtre dont ils avaient besoin pour déclencher la procuration, ils ne comptaient pas me blesser, pas me tuer. Juste, m'éteindre temporairement. Le temps que tout soit signé, viré, liquidé, et quand je me réveillerais, il ne resterait plus rien. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. J'avais les mains qui tremblaient légèrement. Pas de peur. De rage froide, le lendemain matin, j'ai envoyé la photo de l'ordonnance à Florian. Puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire de ma vie, j'ai contacté la police judiciaire. Pas pour porter plainte, pas encore. Juste pour parler à quelqu'un, discrètement. Un ami d'un ami, un commandant à la retraite que Florian connaissait. Quelqu'un qui pouvait évaluer la situation sans déclencher d'alerte officielle, il a accepté de me voir dans l'après-midi. Ce qu'il m'a dit en arrivant m'a sidéré. Parce que lui aussi connaissait un nom dans cette histoire, Maître Tessier, on l'a à l'œil depuis plusieurs mois, il m'a dit. Si tu as des preuves concrètes, tu arrives au bon moment. Au bon moment. Sauf que Camille devait rencontrer Mathieu le lendemain. Et si Mathieu se méfiait, si quelque chose tournait mal pendant cet échange, tout s'effondrait, et cette nuit-là, j'ai reçu un Camille à 3h07. Puis maintenant. Mon cœur s'est arrêté, il sait. Puis maintenant, j'ai rappelé Camille immédiatement. Ça sonnait dans le vide. 2 fois. 3 fois. Rien, j'étais debout dans le couloir, Inès dormait dans la chambre à 10 mètres de moi, et mon téléphone dans la main refusait de m'apporter une réponse. J'ai envoyé un message. Camille. Réponds-moi.
Qu'est-ce qui s'est passé? Silence. J'ai attendu 10 minutes. Les 10 minutes les plus longues de ma vie. Et puis mon téléphone a vibré, désolé. Mauvaise blague de ma part, je suis stressé, tout va bien, on se parle demain. Une mauvaise blague. Stressé, j'aurais voulu y croire. Vraiment. Mais quelque chose dans ces mots ne sonnait pas juste. Camille n'était pas le genre de femme à faire des mauvaises blagues à minuit. C'était quelqu'un de précis, de posé, de calibré. Ces mots, c'était comme si quelqu'un d'autre les avait écrits à sa place. Ou comme si elle les avait écrits sous pression. J'ai passé la nuit presque sans dormir, à fixer le plafond pendant qu'Inès respirait paisiblement à côté de moi. Elle avait posé sa main sur mon bras en s'endormant. Geste tendre, automatique, celui d'une femme qui croit que tout se passe exactement comme prévu. Au matin, j'ai envoyé un message à Florian, puis au commandant, puis j'ai attendu. Camille a finalement appelé à 9h du matin. Sa voix était différente, tendue. Basse, Édouard, écoute-moi. Hier soir, avant de t'envoyer ce message, Mathieu m'a appelé. Pas pour le café. T'avertir de quoi? Elle a hésité une seconde. Il m'a dit qu'il savait que quelqu'un cherchait à fouiller dans ses affaires. Il n'a pas prononcé ton nom, mais il a dit qu'il avait des amis partout. Et que les gens qui s'approchaient trop près finissaient par regretter des amis partout. Tessier. Un notaire véreux avec des connexions. Et Mathieu, assez confiant pour menacer ouvertement. Ça voulait dire une chose, il se sentait intouchable. Ce qui voulait dire que le temps pressait encore plus que je ne le croyais. Il restait 3 jours avant le mariage, et ce matin-là, Florian m'a envoyé un document. Un seul fichier PDF. Avec un message: Édouard, j'ai trouvé quelque chose sur Tessier. Tu ne vas pas y croire? J'ai ouvert le fichier. C'était un extrait de casier judiciaire partiel. Pas officiel. Pas accessible au grand public, le genre de document qu'on obtient uniquement si on a des connexions sérieuses dans le milieu juridique. Florian en avait, maître Olivier Tessier, avait été mis en examen il y a 7 ans. Dans une autre région. Une affaire de détournement de fonds lors d'une succession. La plaignante était une veuve de 68 ans qui avait perdu 200 000 €. L'affaire avait été classée. Faute de preuves suffisantes. Mais dans les notes annexées au dossier, une phrase revenait. Le notaire aurait bénéficié de témoignages de complaisance fournis par 2 personnes proches du dossier, 2 personnes, des complices. Déjà, Tessier avait un mode opératoire, un réseau, et il recommençait. Cette fois avec Mathieu et Inès, cette fois avec moi, j'ai rappelé Florian immédiatement. On peut utiliser ça? Pas directement. Mais combiné à l'enregistrement de Camille et à l'ordonnance que tu as photographiée, oui. Édouard. On commence à avoir quelque chose de solide. Combien de temps il me faut? Idéalement, 48 heures pour monter le dossier correctement. Mais si tu veux frapper fort, et que ça tienne. Il a marqué une pause. Il faut les laisser aller au bout. Il faut qu'ils tentent l'acte. Et il faut qu'on soit prêt à tout enregistrer au moment où ils le font, les laisser aller au bout. Ça voulait dire jouer le jeu jusqu'au dîner de la veille du mariage. Les laisser m'approcher, me verser à boire, m'administrer le sédatif. Et au moment précis où ils penseraient avoir gagné, refermer le piège. J'ai réfléchi. Longtemps, puis j'ai dit oui. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose de difficile. J'ai appelé Inès depuis la pièce d'à côté. Ma chérie, le dîner de demain soir avec Mathieu, tu as réservé où finalement? J'ai Luca, tu sais, le petit Italien qu'on aime bien. Mathieu a insisté pour choisir le vin lui-même. Mathieu avait insisté pour choisir le vin. Bien sûr, j'ai raccroché et j'ai immédiatement composé le numéro du commandant. Il restait 2 jours. Et le plan que j'avais en tête allait nécessiter une chose que je n'avais encore jamais faite, porter un micro. Le commandant s'appelait Bernard Cassel, 60 ans, main large, regard tranquille. Le genre d'homme qui en a vu d'autres. Il m'a reçu dans un bureau discret, loin de tout commissariat officiel. Il avait écouté tout le dossier que Florian lui avait transmis. Et quand j'ai fini de lui expliquer ce que je voulais faire, il a posé ses coudes sur la table et il m'a regardé droit dans les yeux. Édouard, ce que tu proposes, c'est risqué. Si quelque chose dérape pendant ce dîner, on ne pourra pas intervenir assez vite, je sais. Et si tu consommes ne serait-ce qu'une goutte de ce qu'ils ont préparé? Je ne boirai pas. Pas une gorgée, il a réfléchi. Puis il a ouvert un tiroir et posé sur la table un petit boîtier noir, pas plus grand qu'une pièce de monnaie. Le soir du dîner est arrivé comme une sentence, j'avais le micro collé sous ma chemise. Florian était garé à 2 rues du restaurant. Camille, qui avait finalement accepté de continuer malgré la menace de Dieu, était assise seule à une table au fond de la salle, capuche baissée, visage tourné vers le menu. Inès était radieuse. Elle portait une robe bleue. Elle riait. Elle parlait du mariage, des fleurs, du voyage de noces qu'elle avait hâte de faire. Mathieu était arrivé avec 2 bouteilles de vin qu'il avait choisies spécialement. Il avait souri en me serrant la main. Pour notre ami, le futur marié, j'avais souri en retour. Le sourire le plus difficile de ma vie. Quand le serveur a rempli les verres, j'ai observé Mathieu. Discret, professionnel. À un moment, quand Inès s'est retournée pour répondre à une question du serveur, j'ai vu sa main. Rapide, précise, il avait glissé quelque chose dans mon verre, j'avais tout vu. Le micro avait tout capté. J'ai attendu 3 secondes. Puis j'ai levé mon verre en souriant. À nous 3, Inès a trinqué. Mathieu a trinqué.
Leurs yeux brillaient d'une anticipation qu'ils ne pouvaient pas tout à fait cacher. J'ai approché le verre de mes lèvres. Au lieu de boire, j'ai posé le verre sur la table. Et j'ai dit, d'une voix parfaitement calme. En fait, j'ai quelque chose à vous annoncer. Le sourire d'Inès s'est figé, le silence qui a suivi ces mots était absolu. Inès a cessé de sourire. Mathieu a posé son verre lentement, trop lentement, comme un homme qui calcule encore ses options. Et moi, j'ai regardé ces deux visages que je croyais connaître. Et j'ai vu, pour la première fois, ce qu'ils étaient vraiment, des masques. J'ai quelque chose à vous annoncer, j'ai répété. Le mariage n'aura pas lieu. Inès a ouvert la bouche. Mathieu a voulu parler. Mais je ne leur ai pas laissé le temps. J'ai lu le message sur ton téléphone, Inès, il y a 6 jours. Le matin où j'essayais mon costume, sa peau est devenue blanche comme du marbre. J'ai trouvé la procuration. La société MCI Conseil. L'ordonnance dans la boîte à chaussures. Et ce soir, j'ai baissé les yeux vers mon verre. J'ai regardé ce que tu as mis dedans, Mathieu. J'ai tout vu. Et le micro que je porte sous ma chemise a tout enregistré. Depuis le moment où tu as franchi la porte de ce restaurant, Mathieu s'est levé d'un coup. Sa chaise a raclé le carrelage. 2 tables se sont retournées, il a dit un mot. Un seul grossier. Chargé de panique, c'est exactement à ce moment-là que la porte s'est ouverte. Bernard Cassel est entré le premier. Derrière lui, 2 officiers en civil. Florian les suivait, serviette sous le bras, visage neutre et professionnel comme toujours. Mathieu a regardé autour de lui. L'entrée, les fenêtres. Camille, toujours assise au fond, qui l'observait maintenant ouvertement, sans plus chercher à se cacher. Il n'y avait nulle part où aller. Inès, elle, n'a pas bougé. Elle est restée assise, les mains à plat sur la nappe blanche, les yeux dans le vide. Comme quelqu'un qui comprend que tout est fini mais qui n'arrive pas encore à y croire, les officiers ont procédé avec calme. Professionnel. Presque silencieux. Mathieu a résisté, brièvement, le temps de réaliser que ça ne servait à rien. Inès s'est levée sans un mot. Sans un regard pour moi, juste avant que Bernard l'accompagne vers la sortie, elle s'est arrêtée une fraction de seconde. Et elle m'a regardé. Pas avec de la honte. Pas avec des regrets, avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. J'aurais voulu que ça me touche. Ça ne m'a rien fait. Dans les semaines qui ont suivi, le dossier s'est construit pièce par pièce, l'enregistrement du dîner était exploitable. La molécule retrouvée dans mon verre, oui, ils en avaient fait analyser le contenu. Correspondait exactement à celle inscrite sur l'ordonnance cachée dans le placard. Maître Tessier a été mis en garde à vue 72 heures après l'arrestation d'Inès et Mathieu. Son étude a été perquisitionnée. On y a retrouvé plusieurs dossiers compromettants, dont 2 autres affaires similaires à la mienne, impliquant des victimes qui ne savaient toujours pas quelles en étaient. Florian m'a appelé un mardi matin, d'une voix rare chez lui. Presque enjoué. Édouard. Escroquerie en bande organisée, administration de substances nuisibles, abus de confiance, complicité de faux en écriture notariale. Tessier prend cher. Et tes 2 amis. Minimum 3 ans ferme. Peut-être plus, j'ai dit merci. Camille a reçu, via une procédure civile parallèle, une reconnaissance de préjudice pour les 22 000 € que Mathieu lui avait extorqués. Pas encore remboursé. Mais reconnu. C'était déjà une victoire pour elle. Et en la voyant sortir du cabinet de Florian ce jour-là, le regard droit, les épaules libérées d'un poids invisible, j'ai compris que parfois, être entendu suffit à reconstruire ce qu'on croyait perdu. Quant à moi, mon entreprise existait toujours. Mes 340 000 € étaient intacts. La procuration avait été annulée dans les 24 heures suivant les arrestations, sur ordonnance judiciaire d'urgence. Tout ce qu'ils avaient voulu me prendre était encore là, mais je mentirais si je disais que tout allait bien. Parce que la vérité c'est que les trahisons ne font pas que du mal financier. Elles font du mal à l'endroit où on range la confiance. Cet endroit fragile, profond, qu'on ne montre qu'aux gens qu'on aime vraiment. J'avais aimé Inès. Ou du moins, j'avais aimé la version d'elle qu'elle m'avait donnée à voir. Et ça ne se répare pas avec un verdict de tribunal. Ça se répare avec du temps. Et avec la décision consciente de ne pas laisser la trahison des autres dicter ce qu'on devient. Le costume gris anthracite est resté suspendu dans l'armoire pendant 1 mois, et puis, un matin je l'ai décroché. Je l'ai regardé longtemps. J'ai pensé à ce samedi où tout est basculé. Au miroir. À l'homme que j'avais vu dedans. Cet homme qui ne savait pas encore ce qu'il attendait, je l'ai donné à une association caritative. Quelqu'un d'autre allait le porter pour un jour heureux, un vrai. Le mien viendrait. Pas tout de suite. Mais il viendrait. Parce que j'avais appris quelque chose d'essentiel dans cette histoire. La vengeance la plus puissante, c'est pas de détruire ceux qui vous ont trahi. C'est de continuer à vivre. Debout. Lucide. Et libre de ça, il ne pouvait pas me le prendre, il n'avait jamais pu.